On a appris en fin de semaine que Québec va autoriser les demandes anticipées d'aide médicale à mourir à partir du 30 octobre. Évidemment, les patients vont devoir répondre à des critères bien établis pour présenter leur demande avant d'être incapables de le faire. Mais le Code criminel n'a pas été modifié. On le sait, ça relève d'Ottawa. Et le Code prévoit toujours des accusations si le patient ne peut pas fournir un consentement éclairé au moment de l'aide médicale à mourir. Alors, comment on va concilier ça? Eh bien, on a invité le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, pour nous parler. Bonjour. Bonjour, Mme Richer. Alors, avant de parler de la solution à cette impasse, dites-nous d'abord ce qu'il faudra démontrer pour pouvoir présenter une demande anticipée. Bien, en fait, les critères sont prévus dans la loi que l'Assemblée nationale a adoptée en juin 2023, qui a été fait par ma collègue, la ministre responsable des aînés, Mme Sonia Bélanger. Et donc, c'est une série de critères qui sont très clairs, notamment le fait d'avoir un diagnostic d'une maladie neurocognitive. Donc, c'est pas simplement le fait de savoir qu'on va mourir éventuellement, mais c'est le fait d'avoir un diagnostic avec des médecins. Et là, à partir de ce moment-là, les directives anticipées vont pouvoir être données. Il y a une série de rencontres, notamment avec un tiers de confiance, avec les médecins, ou lorsque la personne va être rendue à une étape, prenons le cas de la maladie d'Alzheimer, où je ne reconnaîtrai plus mes enfants, j'ai de la douleur, j'ai de la souffrance, tout ça. À ce moment-là, ma directive anticipée va pouvoir être appliquée, mais c'est très, très bien encadré. Il y a eu une commission spéciale présidée par Nancy Guillemette, la députée de Roberval, qui a consulté la population et le projet de loi est venu par la suite. Alors, c'est très, très encadré et c'est pour ce type de maladie-là. Absolument. Est-ce qu'un parent ou un tuteur pourrait présenter la demande pour un enfant qui est lourdement handicapé et qui est incapable de s'exprimer? Il faut avoir un diagnostic et c'est extrêmement balisé. Donc, sur les cas précis comme ça, je ne veux pas vous donner d'avis précisément là-dessus, mais c'est dans les paramètres de la loi très précisément, mais c'est extrêmement encadré. Et est-ce qu'une personne qui souffrirait d'une maladie mentale grave et qui peut la présenter, la demande, pourrait la faire? Non, mais en fait, la maladie mentale n'est pas couverte à l'intérieur de ça. C'est vraiment lorsqu'on a un diagnostic et que la personne est apte à consentir pour le faire. Mais une maladie mentale grave, c'est un diagnostic. Oui, mais il faut que la personne soit en mesure. Donc, chaque cas est un cas particulier avec les médecins qui sont en mesure de bien accompagner. Il faut que ça rentre à l'intérieur des critères de la loi. Donc, on ne peut pas établir tous les types et les généralités, tout ça. C'est vraiment du cas par cas en fonction des critères qui sont prévus dans la loi. Et c'est pour ça qu'on a donné une orientation pour faire en sorte que les médecins et les infirmières praticiennes, les IPS, vont pouvoir, dans le fond, donner les soins de fin de vie aux personnes parce qu'on avait un enjeu avec le gouvernement fédéral. Malgré le consensus québécois, malgré le fait qu'il y a une commission parlementaire, malgré le fait que les partis politiques sont d'accord à l'Assemblée nationale, la population, le gouvernement fédéral a refusé de modifier le code criminel pour le Québec alors qu'on est des précurseurs et il y avait une possibilité de le faire. Alors, malheureusement, face au manque de sensibilité du gouvernement fédéral par rapport à la réalité québécoise, j'ai décidé de donner une orientation au directeur des poursuites criminelles et pénales pour faire en sorte que les infirmières et les médecins qui sont autorisés par la loi très stricte au Québec, que le directeur de poursuites criminelles et pénales donne une directive de ne pas poursuivre le corps médical. La directive est lancée. Bon, évidemment, ce ne sera pas avant la fin du mois d'octobre. Mais si la police recevait une plainte, imaginons les membres d'une même famille qui ne s'entendent pas sur les fameux soins administrés pour l'aide médicale à mourir et que la personne la reçoit, cette aide, et qu'un membre de la famille ne soit pas d'accord. S'il porte plainte à la police, il va y avoir une enquête policière. Le DPCP va être pris avec ça, là. En fait, le DPCP ne poursuivra pas lorsque c'est fait à l'intérieur de la loi puis des volontés de la personne. Parce qu'on retourne toujours à la volonté de la personne qui a inscrit dans un registre ses volontés d'avoir des directives anticipées lorsqu'il y aura un diagnostic de la maladie. Donc, c'est pas uniquement vous recevez la maladie puis j'inscris ma demande. Il y a un processus en plusieurs étapes avec l'avis de plus d'un médecin, il y a un tiers de confiance, il y a un proche également. Alors, c'est les volontés de la personne qui sont préalablement inscrites dans un registre qui va être consulté par les professionnels en soins avant d'administrer, dans le fond, les soins de fin de vie pour la personne. Donc, vous savez, c'est pas différent de situations qui sont vécues actuellement dans le réseau de la santé où les familles, parfois,
à travers Bien sûr. cette difficulté de fin de vie où parfois les familles ne s'entendent pas, mais là, on est vraiment au niveau de la volonté de la personne Mhm. qui a été diagnostiquée et qui a inscrit ses volontés à C'est elle. ça. Ça Ça ne se fait demeure pas un, du jour au lendemain, c'est un long C'est processus, ça. c'est un Et ça choix demeure un individuel de la sujet personne. extrêmement délicat pour chaque famille qui est confrontée à ça. Simon Jolin Barrette, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ben, un grand plaisir, Mme Richer. Au Bonne journée à revoir. vous.